Bien, bonjour et merci. Merci à vous tous de ce rendez-vous que nous avons organisé une fois de plus. On y est habitué maintenant à cette conférence de presse digitale de fin de semaine qui nous permet de faire le point sur la crise Covid. Et d'abord, partageons une bonne nouvelle. Le virus recule, la pandémie recule. Alors on sait que notre ville, depuis longtemps, est épargnée, mais il y a un chiffre que je veux donner parce qu'il est extrêmement important, extrêmement encourageant et de nature à reconstituer la confiance, c'est le fait que depuis 11 jours maintenant, il n'y a eu aucune hospitalisation pour cause de Covid au CHU de Toulouse. Donc cette nouvelle-là, il faut la marteler de manière à ce que nos concitoyens reprennent confiance et que la vie reprenne pleinement. Il n'y a pas de véritable cluster, nous le savons également, dans la région toulousaine. Pour autant, on est bien d'accord, cette bonne nouvelle n'est pas une raison pour baisser la garde et relâcher les précautions. Au contraire, c'est parce que nous avons été précautionneux que nous avons ce résultat, donc nous devons continuer scrupuleusement à respecter les règles de distanciation, les gestes barrières, le port du masque obligatoire dans les transports en commun, recommandé lorsque l'on est dans des regroupements, mais tout ça est bien, tout ça est bon. Pour autant, et on en parle de plus en plus, ce qui se profile maintenant, malheureusement, on la voyait arriver depuis quelques semaines, c'est la crise économique et sociale. Et c'est donc le combat majeur que nous devons mener dès maintenant, sans plus attendre, dans les semaines et dans les viennent. Tout le monde a été frappé par les statistiques qui ont été rendues publiques hier au niveau national. Elles montrent que de janvier à avril, le chômage a bondi de quelques 30% dans notre pays, qu'il atteint un niveau qu'il n'avait pas connu depuis 1996. Donc, bel et bien, le combat à mener maintenant, c'est le combat pour l'emploi, parce que nous savons que lorsque l'emploi est menacé, celui qui est menacé, celle qui est menacée en premier, ce sont les plus faibles, les plus fragiles, les jeunes, les plus indépendants. Et donc c'est dans cet esprit que la collectivité se mobilise, la mairie, la métropole, et ce soutien, il se traduit de manière concrète par un certain nombre de mesures, certaines qui ont été prises, d'autres que nous allons réformer, d'autres que nous préparons. Mais aujourd'hui, je ne suis pas tout seul pour faire cette conférence de presse. Je suis entouré d'un certain nombre de personnes. Pourquoi? Parce que je veux partager avec vous un autre événement. Hier soir, a été conclue une phase déterminante d'un projet pour lequel nous travaillons depuis plusieurs semaines maintenant, avec Jean-Jacques Bolzan, avec les collègues, avec les services. Ce projet, c'est celui de l'extension des terrasses sur le domaine public, de manière à organiser une compensation, la plus forte compensation possible, c'est en tout cas ce que je souhaite, pour un secteur qui, vous le savez, est particulièrement sinistré. Et donc je suis entouré d'un certain nombre de collègues. Outre Jean-Jacques, il y a les maires de quartier qui ont plongé, je dirais, dans ces dossiers parce que les extensions de terrasses en question, elles concernent les quartiers dont ils sont maires de quartier, donc Julie Escudier, Laurence Haribagé, Bertrand Serpe et puis Jean-Baptiste de Scorail qui coordonne l'ensemble des maires de quartier de la ville. Et puis également les deux partenaires du travail que nous avons mené. D'abord, les professionnels. On a voulu évidemment travailler d'abord avec les professionnels. Ils sont représentés aujourd'hui par Philippe Bello, qui est le vice-président de l'UMIH, mais qui est là, pas uniquement au titre de l'UMIH, mais de l'ensemble des organisations professionnelles, y compris d'ailleurs la Fédération des commerçants de Toulouse. Et puis Madame Dominique Mouraille, qui est présidente du comité de quartier de la Dorade, un quartier du centre-ville, et elle représente les riverains, parce que nous avons souhaité qu'une fois que la collectivité avait travaillé avec les professionnels, eh bien, tout cela puisse être ensuite concerté et travaillé avec les riverains. Il s'agit de concilier la préservation de l'emploi à travers ce secteur d'activité avec la tranquillité des riverains. Et donc, mes collègues ont mené ces concertations. Je les en remercie. J'avais lancé
le 13 mai dernier, très précisément, le processus avec une grande réunion de travail qui réunissait toutes les organisations professionnelles. Et à l'heure où je vous parle, il y a quelques 220 dossiers qui ont été déposés, des demandes d'extension. On estime qu'il y en aura 250 d'ici quelques jours. Et puis, ces derniers jours, c'était donc le temps de la concertation. Et je suis très heureux nous ayons un accord général, collectivités, professionnels, riverains représentés par leurs associations de quartier, autour de cette démarche d'intérêt général. La durée de l'extension, c'est jusqu'au 30 septembre prochain. Reconductible s'il fait beau temps et sous réserve, bien évidemment, que la situation sanitaire et les autorisations administratives qui en découlent le permettent. Bien évidemment, le dispositif est assorti d'une méthode de contrôle par la collectivité, parce qu'il y a des engagements sur d'abord la mise en place des règles sanitaires. Ensuite, il y a également des engagements sur la préservation de l'accès des piétons, de l'accès des secours, de l'accès des personnes handicapées et également des engagements en matière de tranquillité, c'est-à-dire pas de musique et puis un effort très volontariste pour maîtriser le bruit. Ce sont des conditions que j'avais posées dès le départ, que les professionnels avaient acceptées et qui donc se traduisent sur le terrain dans chaque quartier concerné à travers chaque projet d'extension. Et bien évidemment, les services concernés de la mairie de Toulouse seront là pour contrôler tout ça et contrôler tout ça avec un dispositif très clair en cas d'abus ou de non-respect. D'abord un avertissement et puis dès la première récidive un retrait définitif de l'autorisation d'extension. Voilà. Je vais peut-être demander à ceux qui ont travaillé leur point de vue. Moi, j'ai présenté une synthèse. Peut-être Jean-Jacques peut entrer dans certains détails d'application. Oui, merci Monsieur le maire. Effectivement, suite à votre souhait et comme convenu avec les organisations professionnelles, nous avons organisé des réunions de travail avec les associations de quartier, en présence de mes collègues maires de quartier, Julie Escudier, Bertrand Serpe et Laurence Haribagé, puisque c'était les premières demandes que nous avions. Donc je voudrais les remercier d'abord pour le travail fait et puis remercier les professionnels et les riverains parce que c'est vrai que c'était une première d'arriver à travailler tous ensemble, mais au vu de la crise économique et sociale qui va arriver, malheureusement on est là dans un cadre de sauvegarde. Ce sont des extensions de terrasses pour sauvegarder le commerce, mais non seulement le commerce, au-delà de là, ce sont des familles, des professionnels, il y a le gérant, il y a des employés, donc c'est l'emploi, comme vous l'avez dit, monsieur le maire, à protéger, et donc ce sont des extensions, bien sûr qui ne se feront pas n'importe comment, qui sont étudiées par les services de la ville, que ce soit le service d'occupation de domaine public, comme le service mobilité gestion réseau, qui regarde les flux, qui est en lien avec les pompiers, pour au cas où on aurait des demandes de fermeture de rue, tout ce qui est vélo, voilà, c'est le comment partager la voirie en essayant de gêner personne, mais d'être solidaire avec les commerçants. Et le fait d'avoir mis les associations de riverains dans la boucle et de travailler avec, c'est aussi montrer aux commerçants qu'il y a une solidarité de la ville et des associations de riverains, mais de l'autre côté, la solidarité, aussi, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on a demandé aussi aux professionnels de respecter certaines mesures de façon à ne pas gêner les riverains dans leur ensemble, et c'est pour ça qu'il y a eu un protocole de signer, en quelque sorte, quelques grandes lignes qui engagent les uns et les autres, les trois parties, mairie, association de riverains et professionnels, qui est d'abord, bien entendu, le respect du protocole sanitaire. Ça, c'est la base de tout. Hier, certes, le Premier ministre a annoncé une réouverture des bars et restaurants, mais avec un certain protocole à mettre en place, puisque là, on parle quand même de vie, on n'est plus dans un autre contexte. Là, c'est des mesures sanitaires qui devront être respectées en fonction de ce qu'on aura dit. Les extensions sont calculées en respectant les différents flux, comme on l'a dit. On matérialisera ces extensions avec des bombes à craie au sol, de manière à faciliter les contrôles. D'abord, faciliter les contrôles d'une part, et puis rendre service aussi aux commerçants pour savoir jusqu'où il peut aller, de façon à ce que s'il change de personnel, le personnel sache que l'extension, c'est jusqu'à tel endroit. Pas de musique, bien sûr, pas de musique pour éviter les nuisances sonores, comme l'a dit monsieur le maire. Pas de file d'attente sur le domaine public.
il est hors de question d'avoir des regroupements en attente. Pas de publicité sur les parasols, on va garder aussi, c'est pas parce que c'est ponctuel qu'on peut faire n'importe quoi, donc on garde l'esthétique du quartier concerné. Et ensuite, possibilité aussi d'occuper des places de stationnement, bien sûr là où ça peut se faire, ou des voies de circulation barrées, là aussi, tout est fait en fonction, et les accords seront donnés en fonction des études techniques, bien entendu. La durée d'autorisation, vous l'avez dit, monsieur le maire, c'est 30 septembre, avec 2 clauses de revoyure. Une clause, on se revoit d'ici le 15 juin, avec les associations de quartier et les professionnels, pour voir un peu comment on a vécu ces 15 jours, parce que personne ne sait, est-ce que les gens vont revenir ? Est-ce que la peur ne va pas être là et est-ce qu'il y aura autant de monde qu'avant? Est-ce que ce qu'on a mis comme mesure, c'est réaliste ou pas sur l'application du domaine public? Donc, on a convenu avec les associations de riverains et les professionnels de se revoir le 15 juin et de se revoir, bien sûr, on a acté la date en fonction de ce qui se passera en juillet, début septembre, de façon aussi à ne pas renouveler de façon tacite, mais faire un peu l'état des lieux de comment on a vécu l'été à Toulouse et qu'est-ce qu'il y aurait à modifier si nécessaire. Et ensuite, les sanctions, là aussi, il faut faire du simple, c'est-à-dire que oui, la solidarité, mais pas n'importe quel prix. Donc la sanction, ça sera un avertissement, bien entendu. Et si 48 heures après, il y a récidive, c'est l'abrogation immédiate dans les 24 heures de l'arrêté d'occupation du domaine public. Parce que je crois qu'il faut être solidaire, et comme je l'ai dit au départ, c'est avec aussi les riverains. Voilà un peu ce que j'ai à dire. Aujourd'hui, on a autour de 200 demandes, ça va arriver petit à petit, je pense, sachant que 30%, d'après les brasseurs, ne réouvriront pas, soit parce que... tout simplement, ils ont mis la clé sous la porte, soit parce qu'ils attendent de voir comment ça se passe. Quelques-uns vont réouvrir, mais ce n'est pas dit que ça tienne dans le temps, parce que, économiquement parlant, il faudra que le modèle, en fonction du protocole sanitaire, soit réaliste aussi. Donc, vous voyez, on a travaillé vraiment, et je salue vraiment les riverains et les professionnels. Et je crois que, monsieur le maire, c'était une bonne idée, qui n'était pas, au départ, simple à gérer, mais qu'il a été finalement, parce que tout le monde a mis du sien, tout le monde a levé un peu... Voilà, les riverains qui pensaient qu'il y allait y avoir beaucoup de bruit, que ça repartait comme avant, les professionnels qui... Voilà. Donc tout le monde a pu, en bonne intelligence, arriver à signer cet accord à 80% de toutes les associations de quartier. Et ça, on ne peut que s'en féliciter. Et monsieur le maire, c'était une excellente idée. Merci Jean-Jacques. Alors je vais demander au président Bello de nous donner le témoignage des professionnels. Alors il faut appuyer sur le bouton. Voilà. Merci, monsieur le maire. Moi, je voulais juste, pour commencer, vous brosser très rapidement la détresse d'une profession, la détresse des commerçants. Aujourd'hui, si on regarde l'ensemble, même rapidement, l'ensemble de la France, rien que dans les métiers de la restauration, c'est 1,5 million d'emplois sur lesquels 30 à 40% sont menacés. Autrement dit, on va avoir 400 000, 500 000 personnes au chômage. Sur la région, on parle de 50 à 60 000 personnes au chômage. Et sur Toulouse, on sera entre 3 000 et 4 000. Si on étend à tous les commerçants, on arrive à 6 ou 7 000 personnes qui vont sûrement se retrouver au chômage. Et donc nous sommes tous dans une situation extrêmement difficile. Et les aides sont rares. Et on a trouvé vraiment une personne qui nous a écoutés aujourd'hui. Et c'est vraiment rare. C'est pour ça que... je souhaite à le souligner, c'est Jean-Luc Moudin, c'est le maire de Toulouse, avec toutes les personnes qui sont autour de lui et qui nous ont tendu la main. Et qui nous ont dit, moi, je ne vais pas vous abandonner. Ce qui n'est pas le cas, malheureusement, du gouvernement et d'autres. Je ne fais pas de politique là, mais c'est quand même important de le dire. Il nous a dit, non, on ne peut pas laisser les choses continuer comme ça. Et depuis plusieurs semaines, on a travaillé ensemble et on a cherché des solutions. Et une des solutions possibles, parce qu'en mairie ne peut pas tout faire, malheureusement, on aurait bien aimé dans certains cas, a été de voir comment on pouvait étendre des surfaces pour pouvoir accueillir un petit peu plus de personnes. Et c'est une chose qui a été faite. Et c'est vrai que pour nous, c'est un moment vraiment important parce qu'on sait derrière que l'on va peut-être sauver 15, 20% d'entreprises de plus. Et dans ces entreprises, c'est 1000, 1500, peut-être 2000 personnes qui vont conserver leur emploi. Et ça, c'est quelque chose de rare, d'unique. C'est même la première ville en France à avoir démarré réellement, beaucoup de gens ont parlé, mais peu l'ont fait, à avoir véritablement démarré ce genre de travail et à nous avoir accompagnés. Et ensuite, à nous avoir accompagnés aussi sur d'autres éléments que monsieur le maire détaillera sûrement. Mais voilà, avoir mis une écoute réelle en place. Et ensuite, nous avons pu travailler, chose que nous essayons de faire aussi déjà depuis quelques années, avec les riverains. On a pu s'entendre, on a pu parler,
on a pu collaborer. Et là aussi, on a trouvé une écoute. Hein, on a trouvé des gens qui ont accepté quelques nuisances supplémentaires pour aider. Hein, une véritable fraternité qui s'est créée, une véritable compréhension. Et c'est quelque chose qui mérite d'être souligné. Donc j'en remercie. Monsieur le maire, je vous remercie. Tous les gens de la mairie qui ont travaillé et toutes les personnes, nous vous remercions beaucoup. Et nous remercions aussi les associations de riverains qui ont été là et qui nous accompagnent dans cette lutte difficile pour l'emploi. Merci, Président. Je vais demander donc à Madame Dominique Mouraille de nous donner un témoignage de riverains. Un témoignage de riverain, c'est un peu... Ben, écoutez, ce que je peux dire simplement, c'est que la première réaction à une telle demande de la part des riverains, c'est le blocage. Parce que, évidemment, on a souvent de mauvais souvenirs des utilisations de terrasses et de ce qui se passe quand il y a beaucoup de monde agglutiné à un même endroit. Mais la deuxième réaction, c'est la réflexion, c'est de dire à situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle. Donc on est dans une situation exceptionnelle, on est en face d'entreprises qui sont dans de grandes difficultés et de gens qui sont dans de grandes difficultés. Donc ce qu'on peut faire à notre niveau, nous, c'est de dire oui, et de dire oui évidemment avec certaines conditions, mais de dire oui et d'être présent pour aider ces entreprises à travailler et au moins à essayer d'être pérennes. Merci. Alors, on va peut-être, parce que j'ai d'autres points à traiter, mais je ne veux pas bloquer tout le monde. On a fait d'ailleurs une petite photo pour vous l'adresser, parce que techniquement, il faut s'adapter, et que vous, qui êtes photographe, ben, vous n'êtes pas là, donc on va faire ça. Si vous avez des questions à poser, que ce soit à nos partenaires ou à mes collègues ou à moi-même sur ce sujet, nous sommes à votre disposition, puis après je les libérerai et j'irai sur les autres thématiques du soutien à l'économie et à l'emploi. Alors on va se tourner vers les journalistes, on laisse faire la technique. Y a-t-il des questions? Alors, on me dit... Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on m'entend? Voilà. Alors, mettez le micro pour qu'on vous entende bien. Ouais, est-ce que vous m'entendez là? Il y a un souci. Pour le moment, on n'entend pas, donc... Alors, mon micro est activé. Mon micro est activé, est-ce qu'on m'entend? Ça y est, ça marche. Bon. Allez-y. J'avais une demande de précision par rapport donc, à cette extension des terrasses. Quand vous parlez de fermeture de circulation, est-ce que ça veut dire que ça sera au cas par cas en fonction des demandes des professionnels que vous jugerez d'une éventuelle piétonisation temporaire des rues, ou est-ce qu'il y a déjà des axes dont vous savez qu'ils seront rendus piétons pour faciliter l'extension des terrasses? Et si oui, quels axes? Jean-Jacques? Alors, vous savez, aujourd'hui, c'est un peu du chirurgical et c'est en fonction des demandes que l'on aura, puisqu'on ne sait pas quels sont les établissements qui vont ouvrir, dans quelles conditions. Donc, si vous voulez, on étudie au fur et à mesure où on a des demandes. On a un mail, si vous voulez, un seul mail pour travailler sur les dossiers. Donc, la fermeture des rues se fera en fonction des demandes, des professionnels, bien sûr. On le fait étudier par mobilité gestion réseau pour voir si c'est un axe qui peut être fermé ou pas, ou de telle heure à telle heure en fonction des horaires. Donc, on n'a pas de principe. Nous, on est ouvert à tout en fonction, techniquement, de ce qui est faisable. Donc, on répondra au cas par cas en fonction des demandes faites. Je ne sais pas si... Ok, merci. Donc, sujet ouvert et surtout, on s'adapte, hein, parce que l'espace public, vous le savez, il est extrêmement contraint, mais il est surtout configuré de manière extrêmement diverse dans la ville de Toulouse et surtout dans le centre-ville. Une question de Monsieur Thépaut. Voilà. Stéphane Thépaut, depuis
Stéphane Thépaut en direct de Tahiti. Très bien. Voilà, de Bora Bora. Bon, j'ai été déconnecté, mais c'était à cause des palmiers derrière moi, je suppose. Deux questions sur ce que vous nous annoncez. Vous parlez d'un protocole signé. Est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit? Et est-ce que par hasard, vous pourrez, si c'est le cas, en disposer, tout simplement? Et puis, deuxième chose, concernant le nombre de terrasses annoncées, 250 à terme. J'ai cru comprendre qu'il y en avait entre 800 et 900 d'ores et déjà à l'heure actuelle sur la place toulousaine. Est-ce que ça veut dire que toutes n'ont pas déposé de demande? Et qu'en est-il des établissements qui n'ont pas de terrasse? Puisque si je fais le rapport, 800, 900 terrasses, je ne sais pas si l'inventaire est juste, Jean-Jacques Bozan pourra nous le dire, ou les professionnels qui sont à côté de vous, mais quid des 1000, là aussi les inventaires sont relativement imprécis, enfin, plus de la moitié des établissements qui n'ont pas de terrasse et qui pourraient ou pas en demander. Très bien, donc peut-être Jean-Jacques et puis le président Bello. Alors, effectivement, aujourd'hui, on a à peu près 200 demandes en cours depuis le début. Bon, on ne sait pas à terme combien il y en aura, d'ailleurs. Ce n'est pas 250 à terme. C'est au fil du temps, au fil des ouvertures, il y aura certainement des demandes. Comme certains restaurateurs ne souhaitent pas non plus demander d'extension, ils réduisent la voilure, ils mettront sûrement ils garderont des personnes en chômage partiel ou en chômage, malheureusement, et tout le monde, nécessairement, ne demandera pas de terrasse. Donc, c'est pour ça qu'on fait au cas par cas et en fonction des lieux. Concernant les établissements qui n'ont pas de terrasse, mais ce qu'on a travaillé, ce qui ne se faisait pas avant, c'est qu'on donne la possibilité, éventuellement, en fonction de la configuration des lieux et de l'étude technique, une place ou deux de stationnement, ou, dans quelques fois, ça pourra être fermeture de rue, là aussi, où ça se prêtera techniquement. C'est pas, donc tout ça, c'est du chirurgical, c'est au cas par cas et en fonction des demandes, puisqu'on ne sait pas si tous les établissements réouvriront. Et 200 aujourd'hui, bon, il va y en avoir d'autres dans la semaine qui suit, mais quand vous voyez que vous faites le rapport 2000 établissements, 900 terrasses et le peu de terrasses, ça vous montre, je pense, la casse économique qu'il va y avoir au niveau des commerçants. C'est pour ça que je salue l'implication des associations du riverain qui ont bien voulu signer ce protocole, qu'on pourra bien sûr vous transmettre puisque c'est un accord signé, et qui va permettre de sauver, on n'est pas là pour faire une feria ou autre, mais de sauver des familles entières. Et comme l'a rappelé le maire, c'est pour l'emploi, ce n'est pas nécessairement pour un établissement. C'est derrière l'établissement, il y a des familles. Donc, on va les traiter et ceux qui n'ont pas de terrasse, on leur donne cette possibilité de place de stationnement, fermeture de rue éventuelle ou la mise en place de chalets sur des endroits identifiés qui peuvent être en centre-ville ou dans les faubourgs où il n'y a pas d'activité de restauration, où il y a quand même une certaine clientèle. Donc tout ça, on l'étudie au fur et à mesure des demandes. On a des services techniques très réactifs et je voudrais saluer là aussi l'implication des services municipaux qui ont même travaillé les jours fériés pour qu'on soit prêt le plus possible le 2 juin, date d'ouverture des restaurants. Y a-t-il d'autres questions de journalistes? Oui. Il y a une question écrite de Sébastien Marty, La Dépêche. Quelle sera la nature des contrôles à l'extérieur ou à l'intérieur des bars et des restaurants? Les contrôles. Alors les contrôles, c'est bien simple. La journée, on a une équipe au service droit de place, occupation de domaine public qui tourne, des enquêteurs qui ont des secteurs, donc ils contrôleront effectivement s'il y a des débordements ou pas. Et ensuite, il y a aussi la police municipale qui recevra au fur et à mesure du traitement des demandes, la liste actualisée des extensions de terrasses, de façon à être clair, parce qu'il faut être clair là aussi, l'engagement des riverains, l'engagement des cafetiers qu'on a obtenu, il faut que derrière, il y ait un suivi rigoureux. Donc le contrôle se fera par la police municipale, que ce soit à l'extérieur. À l'intérieur, eh bien, c'est pareil, ce sera la police municipale ou les agents de droit de voirie qui regarderont ce qui se passe au sein même de l'établissement, que ce soit intérieur ou extérieur. Pas d'autres questions? Très bien. Ben, je vais libérer nos invités partenaires et mes collègues en les remerciant et en les remerciant surtout de tout le travail qu'ils ont fait. Je crois que c'est une preuve d'intelligence collective qui est donnée. Et je suis très fier que Toulouse soit la première ville à donner ce signe-là et à produire cette innovation. Et je poursuis donc le rendez-vous d'aujourd'hui avec d'autres sujets, toujours sur cette thématique de la préservation de l'emploi, pour mettre en exergue une signature que nous avons apposée hier
le président Noyer, président de la Fédération du bâtiment, et le président Méric, président de la collectivité départementale, autour de l'enjeu des chantiers. Les chantiers de construction, vous savez que c'est un secteur considérable, ça représente pas moins de 34 000 emplois sur notre territoire. C'est un secteur qui, à l'image de celui dont on vient de parler, la restauration, les cafés, c'est un secteur qui a été arrêté à 90% pendant la période de confinement. C'est un secteur qui redémarre. À l'heure où je vous parle, en ce qui concerne la métropole, il y a quelques 200 chantiers qui sont engagés, soit des chantiers qui avaient été interrompus et que nous venons de reprendre, soit des chantiers que nous venons d'entamer. Ce matin, je me suis rendu sur le chantier de l'école Jean Zay, le groupe scolaire Jean Zay. C'est un investissement considérable. C'est un chantier qui va donc être livré avec retard. Il devait être livré il y a quelques semaines. Il sera livré dans 2 mois, c'est-à-dire qu'il sera prêt pour la rentrée. Et c'était un exemple d'une reprise de chantier qui m'a permis de voir ce qui est contenu dans le protocole que nous avons signé hier, à savoir les maîtres d'ouvrage confirment leur ambition, confirment la commande publique, confirment l'investissement qui va soutenir l'emploi, mais la reprise des chantiers se fait avec l'application de règles nouvelles, drastiques, pour protéger la santé de tous les professionnels qui interviennent, de tous les ouvriers. On a pu faire le constat ces dernières semaines avec la Fédération du bâtiment que cette reprise à ces conditions-là, eh bien, elle se faisait avec des surcoûts, ne serait-ce que pour les protections, les délais. Nous avons bien évidemment prononcé l'exonération de toutes les pénalités de retard qui sont prévues, qui étaient prévues dans les contrats. Pour autant, il y a des surcoûts. Ces surcoûts, on les estime aujourd'hui en moyenne à quelque chose comme 10%. Et la discussion qui a eu lieu avec les professionnels ces dernières semaines et nos 2 grandes collectivités, ça a été de dire comment on fait pour surmonter ces surcoûts. Parce que bien évidemment, les entreprises souffrent par ailleurs et au moment où elles souffrent, eh bien, il y a des surcoûts qui leur tombent dessus. On a réussi à trouver un accord, celui que nous avons signé, qui prévoit un partage 50-50 de ces surcoûts, 50% par le maître d'ouvrage, donc les collectivités signataires, le département, la métropole, la mairie de Toulouse et je dirais tous les organismes qui gravitent autour de la métropole, et 50% pris en charge par l'entreprise adjudicataire du marché public. Également, on a convenu dans ce protocole quelque chose d'important. Vous savez que dans tous les marchés publics, il y a une clause du marché que l'on appelle la clause CSPS, coordination, sécurité et protection de la santé. Nous avons inclus dans cette clause la prise en charge d'un référent Covid. Donc on a créé quelque chose qui n'existait pas bien évidemment avant la crise, un référent Covid, c'est-à-dire une personne qui, au titre de cet aspect-là du marché public, va surveiller scrupuleusement tous les jours en permanence que le protocole sanitaire destiné à protéger les ouvriers est bel et bien mis en œuvre et respecté. Et nous avons convenu que ce surcoût-là, eh bien, il serait pris en charge par la collectivité maître d'ouvrage. On a également prévu dans ce protocole une clause de revoyure, une au mois de juillet, une au mois de septembre, pour faire le point, parce qu'on est dans une crise évolutive dont l'ensemble des coûts ne peut pas être raisonnablement et précisément estimé à l'heure où nous parlons. Et nous avons mis en place dans ce protocole une procédure de médiation. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, il peut y avoir sur l'estimation des surcoûts à venir une dissension, une différence d'appréciation entre le maître d'ouvrage et l'entreprise adjudicataire. Donc on a mis en place un système de conciliation, une commission tripartite avec le maître d'ouvrage, l'entreprise adjudicataire et, comme juge de paix en quelque sorte, la Fédération des travaux publics. Et donc ce système de médiation, il garantit une méthode pour l'avenir au-delà de l'accord ponctuel que nous avons
signé. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle pour nos entreprises, pour nos emplois, pour les travailleurs du territoire et également pour les citoyens, parce que ça veut dire que les réalisations promises, ils vont les avoir. Les services publics qui vont se trouver développés par ces réalisations, ils en bénéficieront, mais pas au détriment de la santé des ouvriers. Troisième sujet que je veux aborder aujourd'hui avec vous sur cette thématique de l'emploi. Vous savez que le 29 avril dernier au conseil municipal et le 30 avril dernier, j'ai fait voter 2 plans d'urgence à l'ensemble du tissu des entreprises, en faveur des entreprises les plus petites. On avait ciblé volontairement, à travers ces 2 délibérations, les entreprises les plus fragiles, les TPE, les PME, avec sur le volet municipal l'exonération des droits d'occupation du domaine public, on vient d'en parler, l'exonération des loyers et des charges pour les commerces qui sont dans le dispositif commerce d'avenir, des allègements de fiscalité locale, et puis sur le volet métropolitain, nous avons voté l'alignement des tranches de base minimum de cotisation foncière des entreprises, la fameuse CFE, au tarif plancher. Simplement, on avait un problème qui, d'ailleurs, en toute transparence, était explicitement exposé dans la délibération, qui a donné lieu d'ailleurs à une discussion bien naturelle au sein des 2 conseils, c'est que cette disposition d'exonération fiscale, elle aurait dû être votée normalement au mois d'octobre. Donc quelque chose qu'on a parfaitement le droit de faire, simplement un problème de calendrier. Évidemment, au mois d'octobre, on ne pouvait pas deviner la situation dans laquelle on se trouverait avec cette pandémie. Et donc, nous avons pensé qu'à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, il y a beaucoup de mesures exceptionnelles qui sont prises dans notre pays depuis 2 mois. Et nous avons donc demandé à l'État, mandaté par cette délibération, nous avons demandé à l'État de bien vouloir nous exonérer en quelque sorte de la procédure calendaire pour faire ce qu'on aurait eu le droit de faire au profit des entreprises si on l'avait fait au mois d'octobre. Bon. C'était une discussion extrêmement difficile. Quand on bouge les habitudes de Bercy, nous le savons par expérience, ça n'est jamais facile. Finalement, il y a une quinzaine de jours, après des échanges avec Gérald Darmanin, nous avions obtenu l'accord pour trouver une solution financièrement équivalente avec le ministre et ses services. Malheureusement, lorsque d'autres ministères qui doivent donner leur avis et leur accord ont été sollicités, des points de vue divergents sont apparus entre ministres, entre ministères, et la discussion s'est enlisée il y a quelques jours. Voilà. Donc j'en ai pris mon parti avec regret. Une fois de plus, notre pays est victime de ces lourdeurs techniques et administratives, mais c'est comme ça. Pendant ce temps-là, la situation s'aggrave, les emplois se détruisent, et donc j'ai jugé qu'on ne pouvait pas attendre davantage. Moi, je ne peux pas attendre éternellement que les ministres et les ministères se mettent d'accord entre eux au profit des PME et des TPE du territoire toulousain. Et donc, j'ai fait ce que j'ai annoncé devant mes collègues du conseil municipal et du conseil de métropole. Dans ce cas-là, je leur avais dit que nous essaierions de trouver une convergence d'action avec la région. C'est ce que nous avons fait, puisque on a l'avantage avec Harold Alga de partager la même vision des choses, c'est-à-dire servir le territoire avant tout, mettre la politique politicienne de côté et être attentif au tissu économique et à l'emploi, en faire une priorité. Et donc, nous avons trouvé un dispositif qui est voté aujourd'hui même en commission permanente du Conseil régional. Vous savez que les 2 collectivités travaillent en coopération étroite depuis 2015, depuis que la nouvelle loi nous a donné à la région, à la métropole, des attributions de compétences économiques avec un chef de filat régional. Et donc, nous avons convergé, et ce dispositif dont nous avons parlé avec la présidente Delga, ce dispositif, il est voté aujourd'hui par
par la région, aux conditions que nous souhaitions et qui n'ont fait aucune difficulté du côté régional. On prévoyait donc un dégrèvement fiscal que l'État nous a refusé. Eh bien, grâce à ce dispositif, on va transformer en subvention le dégrèvement fiscal, en conservant le même objectif, les mêmes entreprises, c'est-à-dire les entreprises petites et moyennes. C'est pas moins de 28 000 petites et moyennes entreprises de la métropole qui vont bénéficier de ce dispositif. 28 000, qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 euros. Et on a sélectionné parmi ces entreprises celles qui ont subi une perte de chiffre d'affaires de 20% ou de plus de 20% sur la période comprise entre le 1er mars et le 1er juin. Voilà. Donc au total, c'est un dispositif auquel on va consacrer la somme qu'on avait annoncée il y a quelques semaines, c'est-à-dire grosso modo 22 millions d'euros. Et en, je dirais, mettant en place ce dispositif en partenariat avec la région, j'ai souhaité aussi que nous adhérions à un dispositif dont la région a eu l'idée, le dispositif local. C'est un dispositif qui consiste à créer un fonds régional de soutien aux professions de la restauration et du tourisme à hauteur de 2 € par habitant. Donc notre contribution, ça va être 2 € par habitant. Et puis également procéder à un dégrèvement des 2/3 de la cotisation foncière des entreprises pour 2020, toujours au profit des cafés, des bars, des restaurants et des entreprises de l'événementiel. Et ce dispositif-là, qui est un dispositif initié par l'État, est pris en charge pour moitié par l'État et pour moitié par la métropole. Donc c'est un cofinancement cette fois-ci avec l'État. Donc vous le voyez, on essaie de faire flèche de tout bois pour aider les petits, pour préserver les emplois. On travaille avec l'État, on travaille avec la région, on travaille avec les professionnels, on se coordonne avec le département. Je crois que vraiment, on a besoin d'être tous unis pour l'emploi et pour les travailleurs de notre territoire. Un point suivant qui concerne un plan de relance. Donc là, c'est une annonce que je vous fais avec un rendez-vous. Je vous donne rendez-vous le 9 juin prochain. Je présenterai avec ma collègue Dominique Faure, qui est en train d'y mettre la dernière main. Dominique Faure, vous le savez, est vice-présidente de la métropole chargée de la coordination des politiques économiques. Nous sommes en train de mettre au point un plan volontariste pour justement soutenir la commande publique, c'est-à-dire mettre en place un plan d'investissement supplémentaire. Nous avons un plan d'investissement soutenu que nous avons voté au budget de 2020, mais là, il s'agit de mettre en place un plan de relance qui va se traduire par une enveloppe de 95 millions d'euros supplémentaires qui vont être injectés dans l'économie locale. C'est-à-dire que vous allez voir apparaître de nouveaux projets et des projets que nous avions prévus pour les années 2021 ou 2022 et que nous allons anticiper sur 2020. Et puis 45 millions au titre du soutien à un certain nombre de démarches économiques novatrices. Et donc nous le présenterons lorsque il sera peaufiné. Et puis nous allons par ailleurs présenter un plan jumeau en quelque sorte, c'est-à-dire un plan de lutte contre la précarité. Parce que là aussi, il faut être dans l'anticipation. Quand le tissu économique se déchire, le tissu social se déchire aussi. Et donc avec plusieurs collègues, notamment Julie Escudier, avec sa casquette vice-présidente de la métropole chargée de l'insertion et de l'emploi, nous allons présenter un plan de 16,5 millions d'euros avec des mesures ciblées de soutien, d'aide en matière de logement, d'alimentation, d'insertion par l'emploi, de soutien éducatif aux jeunes et à la parentalité, de soutien au secteur associatif et de soutien aux démarches de prévention des risques psychosociaux et des problématiques de santé qui, malheureusement, risquent de s'aggraver liées avec la crise. Donc là aussi, ma collègue met la dernière main avec les services à ce plan, à ce volet social
du plan et le 9, nous vous le présentons. Donc vous le voyez, la collectivité est pleinement mobilisée pour l'emploi et à travers la totalité de ces dispositifs votés ou actés ou en préparation, souvent en partenariat, eh bien, nous nous mobilisons. Voilà ce que j'avais à vous annoncer pour aujourd'hui. Et puis, comme on le fait chaque fois, on revient à la séquence des questions-réponses pour ceux d'entre vous qui souhaitent poser des questions. S'il y en a. Alors, une question. C'est France 3 ? Voilà. Alors, la technique va faire apparaître le journaliste à l'écran. Ça va arriver. Monsieur Moudin, vous m'entendez? Sylvain Duchamp de France 3. C'est bon, on vous attend et on vous voit. Super. Une question qui n'a rien à voir finalement avec vos annonces, mais qui sont liées au prochain tour des municipales. Quelle est votre réaction au sondage annoncé par Archipel Citoyen qui placerait une liste d'union de gauche en tête au second tour? Oh ben, ma réaction, vous la devinez, hein, c'est qu'on ne mélange pas les genres. Hein, vous imaginez bien que si ici, dans les locaux de la collectivité, avec les moyens de la collectivité, parlant de questions qui concernent la collectivité, je sortais du champ d'action de la collectivité pour aller sur celui de la bataille municipale, je me mettrais en faute. Hein. Depuis le mois de septembre dernier, j'ai veillé très scrupuleusement à ne pas mélanger les genres, à faire la séparation des choses, à ne pas mélanger les moyens. Et donc, je me suis tenu à cette ligne. D'ailleurs, si je ne m'étais pas tenu à cette ligne, je pense que mes adversaires me l'auraient reproché et ils auraient eu raison. Donc vous imaginez bien que je ne peux pas répondre à votre question. Et pour les questions de campagne électorale, ben écoutez, c'est pas ce à quoi je consacre le plus mon temps, comme vous le voyez et vous le devinez. Je m'exprimerai en temps voulu, prochainement. Hein. Voilà, en plus, il y a du temps. Hein. En général, dans un entre-deux tours, il y a 5 jours. Là, on a 1 mois, donc on a le temps. Voilà. L'emploi, c'est plus important. Le combat pour l'emploi, c'est le plus important, je vous assure. Y a-t-il d'autres questions? Une question écrite Une question écrite. de Pauline Vilchez. Quels sont les projets prévus en 2021 ou 2022 qui seront anticipés? Ok. Alors, nous sommes en train, effectivement, d'y mettre la dernière main. Comme je vous l'ai dit, avec mes collègues, nous sommes au travail. Il y a également un autre collègue qui travaille beaucoup là-dessus, qui est Grégoire Carnero, en tant que vice-président chargé de la voirie, parce que nous sommes en train de regarder un certain nombre de projets en matière de voirie, de pistes cyclables. Ce sont des projets qui sont toujours très importants pour les maires. Hein. Il s'agit bien de projets métropolitains et non pas de projets strictement toulousains. Et donc, on vous présentera tout ça avec mes collègues le 9 juin. Moi, j'ai une question, je ne sais pas si vous m'entendez. De nouveau, Mathieu Ferry à France Bleu, est-ce qu'on m'entend? Voilà, à nouveau, c'est vous. On vous voit et on vous m'entendez bien? On vous entend bien. Deux questions concernant le sport. Quelles sont les discussions, enfin, où en sont les discussions avec les associations sportives sur la reprise progressive du sport sur les terrains municipaux et dans les salles de sport? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et puis après, une autre question sur le sport professionnel. Comment vous suivez et comment vous appréciez la situation au TFC en ce moment? Est-ce que vous avez des inquiétudes? Alors ça tombe bien parce que nous avions tout à l'heure la maire de quartier d'un des quartiers concernés par la démarche d'extension des terrasses, Laurence Haribagé, et maintenant nous avons l'adjointe au sport. Donc je ne sais pas si vous êtes concertés, mais ça tombe très très bien. Juste un point. Sur le soutien au sport, sur la reprise d'activités sportives. Bon, une précision tout de même. Nous avons eu l'information du Premier ministre hier après-midi à peine. Et comme souvent, l'État annonce les choses dans leurs principes, à savoir,
on peut reprendre à partir du 2 juin. Pour autant, vous le savez, parce que je crois que maintenant chacun a intégré le mécanisme, on ne peut reprendre les différentes activités et services publics qu'avec un protocole sanitaire. Et le protocole sanitaire, il est basé sur des principes communs que l'on retrouve partout, mais il intègre bien sûr des particularités selon les activités concernées. Et à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas le protocole sanitaire. De même qu'a été annoncée la réouverture possible des piscines, vous imaginez bien que pour réouvrir des piscines, il faut un protocole sanitaire extrêmement spécifique. Donc, bien sûr, nous sommes dans l'anticipation. Laurence Arribagé a demandé au service sport de travailler, d'essayer un petit peu de cogiter pour imaginer ce que pourraient être ces dispositifs. Donc, il y a une réflexion. Mais aujourd'hui, cette réflexion, elle n'a pas de valeur normative parce que ce n'est que la réflexion de la collectivité. Et donc, grâce à elle, je suis sûr qu'on va anticiper beaucoup. Et lorsqu'on aura les précisions normatives du gouvernement issues des recommandations du fameux conseil scientifique, alors on pourra adapter, ajuster, préciser et préparer l'ouverture. Moi, je vous donne un exemple. Les bibliothèques. Les bibliothèques, on peut les réouvrir théoriquement depuis 3 semaines. Mais en réalité, il faut les réouvrir en réorganisant totalement le fonctionnement et l'espace public. Donc les équipes, elles ont repris. Oui, elles ont repris la semaine du 11. Simplement, chaque équipe dans chaque bibliothèque a travaillé à la mise en œuvre des règles qui, d'une bibliothèque à l'autre, sont identiques sur les principes, mais variables dans la pratique parce que la configuration des lieux n'est pas la même. Quand on sait le nombre d'équipements sportifs que nous avons et qui est très considérable, puisque ça nous place toujours en tête dans les classements des villes, on a un travail énorme à faire avant de pouvoir concrétiser. Donc ça, Laurence va vous en parler. Sur le TFC, je vous répondrai ensuite. Merci, Monsieur le maire. Vous avez dit l'essentiel. On apprend hier, dans la deuxième phase du déconfinement de la bouche du Premier ministre, qu'effectivement, on pouvait rouvrir les gymnases et les piscines, l'ensemble des équipements sportifs, avec évidemment des protocoles sanitaires très stricts et très contraignants. Alors, ce qu'on a fait, on avait évidemment anticipé, puisqu'on avait déjà réouvert la piscine pour les sportifs de haut niveau, la piscine Castex, puisque c'était une des demandes de la ministre des Sports. Et désormais, on avait comme information, encore il y a 48 heures, qu'une vingtaine de piscines test en France allaient être ouvertes et que suite à cette ouverture, ils affineraient les protocoles d'ouverture et on ouvrirait les nôtres ensuite. Donc nous, on en était resté sur ça. Il se trouve que suite à l'annonce du Premier ministre hier, le service des sports a travaillé très tard hier et beaucoup ce matin pour essayer d'anticiper au mieux et de réouvrir les piscines le plus rapidement possible. Alors, ce qu'on a déjà mis en place entre hier et aujourd'hui, c'est la réouverture dès le 2 juin, le 3 donc, de la piscine Léo Lagrange pour les clubs. Parce que les clubs peuvent reprendre leurs activités. Mais on ne va pas réouvrir comme ça. On va d'abord appeler tous les clubs pour voir quels sont les clubs intéressés. C'est un peu comme pour les commerçants tout à l'heure. Certains voulaient des extensions, d'autres non. Ben là, c'est pareil. On va d'ailleurs faire un état des lieux de quel club veut reprendre son activité et on ouvrira Léo Lagrange dès la semaine prochaine. Ensuite, on a besoin d'une dizaine de jours, 10-15 jours. Donc, je dirais fin juin, on va pouvoir réouvrir les piscines au public avec des protocoles extrêmement stricts. Aujourd'hui, c'est 4 mètres carrés par sportif, c'est 4 nageurs par ligne, par exemple, dans une piscine. Donc, vous imaginez bien qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de réouvrir Nakache été avec 7000 personnes au moment des pics de fréquentation. On va donc avoir besoin de mettre en place un système de réservation en ligne avec des horaires dédiés. On ne pourra pas rester, si tout le monde veut profiter de la piscine, il faudra bien qu'on fasse des créneaux. Des créneaux, on est en train d'y réfléchir. Encore une fois, ce n'est pas totalement arbitré. d'1h30 à 2h, on pourra aller nager pendant 2 heures. Ensuite, il faudra désinfecter tous les lieux où seront passés le public pendant 30 minutes, minimum 30 minutes pour désinfecter les vestiaires, les casiers. Je vous passe tous les détails techniques pour enchaîner sur un autre créneau. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on en est au stade de la réflexion et qu'on va faire au mieux et au plus vite pour permettre à toutes les Toulousaines et tous les Toulousains de pouvoir évidemment réintégrer les piscines et les enceintes sportives le plus rapidement possible, mais encore une fois avec de nombreuses contraintes pour respecter les protocoles sanitaires, les protocoles de distanciation et de désinfection des endroits communs.
Oui, bon, moi je précise une chose, hein, c'est que notre ligne de conduite pour le déconfinement a été de mettre chaque fois comme condition absolue et non négociable la sécurité sanitaire. Les maires sont acteurs majeurs de ce déconfinement, l'État l'a voulu, je crois que c'est une bonne chose. Ben justement, nous, on est sur le terrain, on n'est pas dans la théorie. Et donc, en étant sur le terrain, on voit les difficultés, on voit les particularités, on voit les différences d'un lieu à l'autre, parce que vous imaginez bien que une piscine qui a été construite il y a quelques années, elle ne présente pas les mêmes caractéristiques qu'une piscine construite dans les années 30. Voilà, donc tout ça, nous, on l'intègre, hein, et nous savons depuis longtemps que de la théorie à la pratique, il y a beaucoup de problèmes à régler. Et que si on ne les règle pas nous, personne ne le fera à notre place et on nous le reprochera. Donc, moi, je suis toujours sur la même philosophie, qui est la même que celle appliquée pour les écoles. Hein. Réouverture progressive. Il ne s'agit pas de faire tout de suite pour dire, voilà, j'ai tout réouvert. Et on constate ici ou là qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a des problèmes. Et on n'est pas au rendez-vous de la sécurité sanitaire. Moi, j'en fais une sécurité, quelque chose de non négociable, une garantie absolue. Et puis également, ce matin, j'ai présidé pendant 2 heures, comme toutes les semaines, par visio, la réunion des maires de la métropole. Et avec les collègues, depuis le début de la crise, non seulement on échange sur la vie de la métropole en tant que telle, mais on a décidé, c'est la première fois d'ailleurs que ça se produit, d'échanger sur les compétences communales. Et on se dit, bon alors, comment toi tu fais face à tel problème? Voilà, on essaie d'échanger les bonnes pratiques. Les piscines relèvent de la compétence communale, pas de la compétence métropolitaine. Ben, pour autant, ce matin, on a discuté de ce problème. On n'est pas 37 maires concernés, mais on est tout de même quelques-uns. Le maire de Blagnac, par exemple, témoignait du travail que ses équipes ont accompli déjà en matière d'anticipation, un petit peu comme les nôtres. Et donc, on a décidé que l'ensemble des adjoints sport et des services sport se coordonneraient pour justement échanger là-dessus et que l'on puisse présenter une offre qui soit cohérente du point de vue de l'organisation et de la sécurité sanitaire lorsque nous réouvririons nos piscines en particulier. Voilà, donc c'est important. Alors sur le TFC, c'est quelque chose que je suis en direct, bien évidemment, parce que c'est important. Je me suis exprimé par communiqué de presse lorsque le président Sadran a annoncé le processus avancé de négociation en vue de la vente de 85% de l'actionnariat au profit d'un partenaire, je dirais, américain, de nationalité américaine. Donc moi, j'avais pesé personnellement tous les mots que j'ai écrits. Hein. Donc j'ai des attentes. Hein, j'ai des attentes en matière de cohésion sociale, en matière de sport pour tous, en matière de relations entre le club phare et les clubs amateurs, en matière de jeunesse, en matière de quartier prioritaire. Donc ces attentes-là, c'est mon rôle à moi, le maire, que de les exprimer. Et donc je suis vigilant et je serai vigilant jusqu'à la fin de mon mandat sur cette exigence que je considère comme absolue. C'est la conception que je me fais du sport. Alors comme je l'ai annoncé à la fin de mon communiqué, je rencontre le président Sadran et les acquéreurs pressentis, très précisément le 3 juin prochain. La semaine prochaine, donc je pense qu'il y aura Damien Comolli qui sera là. Et donc, voilà, je veux les entendre sur leur vision des choses, de l'avenir, sur leurs principes, sans doute sur le plan sportif, sans doute sur le projet sportif, parce que en tant que Toulousain, là-dessus, on n'a pas besoin d'être maire. Hein. On attend un projet sportif, on attend une relance, une nouvelle ambition, d'accord. Et puis aussi, comme maire, j'aurai ces attentions-là. Et puis j'aurai également, comme maire, une attention particulière pour le Stade Toulousain, parce que vous savez que le Stade Toulousain est aussi utilisateur du stadium. Il a des droits. Le stadium est propriété de la métropole. Donc, je veux aussi, comment dirais-je, agir pour la garantie des droits acquis par le Stade Toulousain. Hein. Donc voilà, moi, mon état d'esprit à quelques jours de cette rencontre.
j'imagine que vous en aurez écho. Ce qui fait que si la vente pressentie par le président Sadran aboutit, eh bien, les attentes de la mairie et du maire auront été dites les yeux dans les yeux aux acquéreurs nouveaux, en présence du propriétaire actuel qui, vous le savez, a annoncé son intention de rester propriétaire de 15% du club, et tout ça sera public. D'autres questions sur d'autres sujets ou sur les sujets que j'ai abordés dans le cadre de l'action de la collectivité? C'est bon? Bon. Monsieur Moudin, pas venu pour rien. Ah, pardon. Il y a quelqu'un, là. J'entends une voix. Oui, Sylvain Duchamp de France 3. C'est à nouveau vous. Très bien, on vous écoute. Voilà, on vous voit. Concernant le site internet de la mairie, est-ce que vous voulez bien me donner une précision sur ce sujet qui fait beaucoup parler? Oui. Malheureusement, bon, vous savez qu'on a été victime d'une attaque sévère, comme d'autres collectivités. Alors, le site, il y a le site de la mairie et le site de la métropole. Donc, le site de la métropole, lui, ça y est, il fonctionne. Il refonctionne, il a été réparé depuis lundi dernier, précisément. Le site de la mairie, les techniciens me disent que la réparation est bien avancée, qu'elle n'est pas terminée et qu'elle devrait aboutir prochainement. Voilà. Alors, comme ils ne m'ont pas donné de date, je ne vais pas vous en donner, mais les choses sont bel et bien prises en main. Après, ce que je rappelle, je rebondis sur votre question, hein, je rappelle aux Toulousains que bien évidemment, ils peuvent toujours envoyer des mails à la mairie, hein, ça fonctionne, j'en reçois plusieurs centaines, donc c'est que ça fonctionne bien. Il y a également l'adresse montoulouse.fr, qui est une adresse de service, et notamment pour les formalités municipales, qui fonctionne très très bien, qui est très utile, très utilisée. Et puis ensuite, pour tout ce qui est relatif à la crise Covid, et notamment toutes les dispositions dont on parle, hein, la réouverture des services publics, quels sont les services publics qui réouvrent, quels sont ceux qui ne sont pas encore réouverts, tout ça, ça marche. Hein, c'est-à-dire quelqu'un qui va sur toulouse.fr, évidemment, il n'accède plus au site de présentation générale de la collectivité et de ses actions, mais il accède tout de suite, hein, l'écran est immédiat, il accède tout de suite à l'information relative à la crise et donc à ce qui l'intéresse concrètement pour les services publics de proximité. Mais en dehors de ces questions-là, comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, plus d'un mois après l'attaque, le site ne soit toujours pas remis en service? Est-ce que les serveurs ont été attaqués? Certains parlent éventuellement de hackers qui pourraient vous réclamer d'être payés pour remettre ça en service. Est-ce que vous avez des éléments par rapport à ces questions-là? Franchement, je m'attendais. Ouais, non, je m'attendais pas. Non, je m'attendais pas à une question si précise. Moi, je suis l'affaire de. Quand même, vous le voyez, hein, puisque je vous donne quand même un certain nombre de repères, mais je n'ai pas près de moi les techniciens, puisque le principe de ces conférences de presse, c'est qu'il y a une certaine spontanéité, donc il n'y a pas de collaborateurs. Par contre, Julie Barbier est à côté de moi. Et elle a bel et bien entendu votre question. Elle va donc interroger le service concerné et vous aurez les réponses précises que vous êtes tout à fait en droit d'attendre. Il n'y a pas de problème. C'est noté. Merci. Y a-t-il d'autres questions? On me dit que Stéphane Thépaut en a une autre. Oui, voilà. Je ne trouvais plus la petite main, donc j'ai remis ma caméra. On vous retrouve, on est ravis. Quid de Toulouse-Plage? Bon, moi Voilà. j'ai la mienne, mais quid de Toulouse-Plage? Est-ce que Toulouse-Plage aura lieu cet été ou pas? Alors, Toulouse-Plage aura lieu. Vous savez que dès le début de l'annonce du déconfinement, il y a une date qui a été donnée par le gouvernement, c'est la date du 15 juillet. Avec beaucoup de restrictions d'ici le 15 juillet, et par contre la possibilité d'organiser des manifestations plus importantes après le 15 juillet. Or, il se trouve que Toulouse-Plage, nous l'organisons toujours à partir de la deuxième quinzaine de juillet et sur la quasi-totalité du mois d'août. Donc Toulouse-Plage, oui, sera intégralement préservée, aura lieu. Donc l'organisation est planifiée.
La seule chose qui sera évidemment extrêmement différente, c'est que là aussi, tous les protocoles sanitaires s'appliqueront, l'organisation de l'espace, des services sera adaptée avec les règles de précaution, de distanciation, le gel hydroalcoolique, bref, toutes les mesures que maintenant chacun peut imaginer. Et justement, le fait d'avoir eu le top départ assez tôt pour le déconfinement par rapport à la date de cette manifestation, ça permet aux services d'avoir travaillé et de continuer à travailler dans la sérénité pour être parfaitement prêts lorsque Toulouse-Plage sera ouvert. Et c'est important parce que moi je m'attends à ce que les gens partent moins en vacances loin, ou du moins que s'ils partent, ils partent pas loin. Donc je pense que la demande de loisirs pendant cet été, elle va être forte. Elle va être forte du côté des jeunes, du côté des familles, et donc c'est pas le moment que la collectivité baisse la garde, baisse la réponse en matière de services proposés et d'animation proposée. Et donc Toulouse-Plage, c'est un rendez-vous qui est très prisé, hein. Vous savez que on a jusqu'à 300 000 personnes qui y viennent par saison, donc il ne faut pas priver toutes ces personnes, toutes ces familles, tous ces jeunes, et même il y a beaucoup de personnes de toute génération, à la vérité, hein, de cette possibilité. Donc oui, Toulouse-Plage sera bel et bien au rendez-vous. Et Madame Harribagé y veille. D'autres questions? Il semble qu'on ait fait le tour. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. À nouveau, un week-end assez long devant nous. Donc je vous souhaite un long et un bon week-end de la Pentecôte.